Bonsoir à tous, bienvenue, il est exactement 20h. Voici les titres de l'actualité de ce mardi. Zone d'investissement spéciale de Mpassa-Lebombi, l'opérationnalisation se concrétise. L'État gabonais et le groupe Euraise viennent de signer un accord pour la mise en œuvre de ce projet. Dans quelques jours, la communauté internationale va célébrer la journée mondiale des zones humides. Il s'agira de valoriser les projets de restauration de ces zones réalisés dans le passé et en cours de réalisation. Et puis enfin, sport tropical Amissa Bongo. Des professionnels de la Petite Reine donnent leurs avis sur la qualité de l'organisation de cette compétition et les performances remarquables de certaines équipes africaines. Herman Malaga nous fera le point dans ce journal. Pour commencer cette édition de formation, nous parlons du projet de la voie de contournement de l'aéroport de Libreville. Jean-Elvis Eban Ondo sommet de quitter sa concession par le biais d'un avis d'expulsion affiché sur son portail. N'étant pas opposé à ce projet, ce dernier ne réclame qu'une indemnisation à la hauteur de ses investissements avant de quitter les lieux. De précision dans ce reportage signé de Modeste Mbazangoy. Une ambiance, pas comme toujours, au sein de cette concession. Dans un regard hagard, ce retraité est sommé de quitter ses maisons sous pression d'un avis d'expulsion dans le cadre du projet de construction de la voie de contournement de l'aéroport international de Libreville. Le monsieur, au lieu de venir me remettre le dossier convenablement, il a affiché. On ne voit même pas l'accusé de réception. Il vient afficher vers 19h, 18h30, 19h au niveau du quartier. Je ne sais pas, je ne connais pas la loi, mais est-ce que c'est légal? Si certaines familles qui ont reçu des indemnisations forfaitaires ont été contraintes de quitter les lieux, ce n'est pas le cas de M. Eban et les autres, qui estiment que les montants forfaitaires proposés par la société GZ Airport ne tiennent pas compte des valeurs réelles de leur investissement. Elle est moderne, elle répond aux normes au niveau du haut standing, parce qu'il y a des carreaux, il y a tout ici. Favorable à la concrétisation de ce projet malgré lui, M. Eban prépare son déguerpissement dans la douleur. Je me disais que je serais recruté avec 1 million de francs, sans mendicité, sans se salir les mains. Alors maintenant, il me pousse à bout afin que je puisse déraper. Condamné à partir de cette terre où il a investi et passé 30 ans de sa vie avec sa famille, le retraité ne réclame qu'une seule chose désormais, la juste indemnisation de ses investissements. Je réagis de manière pacifique, je réagis de manière légale. Et voilà pourquoi je lance un cri à tous ceux qui me regardent que moi je ne fais pas de la politique et je réclame ce qui me revient de droit. Se sentant lésés et harcelés par ce conflit, M. Eban et les autres, en collectif, ont saisi les juridictions compétentes et attendent que justice soit faite. Quel serait l'avenir de ce retraité et père de famille sans indemnisation juste de ses investissements? Il est urgent de restaurer les zones humides. C'est le thème retenu cette année à l'occasion de la célébration de la journée mondiale des zones humides prévue dans quelques jours. Alexandre Mbaondo fait le point sur les enjeux de cette journée. Regardons. Depuis 1971, la journée internationale des zones humides est célébrée chaque 2 février. Au regard des enjeux liés à ces zones stratégiques, la thématique de cette année, il est urgent de restaurer les zones humides, est loin d'être ex nihilo. Il faut savoir que ces zones humides aussi, ce qu'on appelle vulgairement les marécages, c'est ça qui nous aide à lutter contre les inondations dans certaines zones, parce que les rivières vont sortir de leur lit et le surplus d'eau va aller donc dans ces marécages-là. Et les zones humides rendent comme ça énormément de services. Et n'oublions pas aussi ces services que tout le monde ne voit pas toujours, qui ne sont pas du poisson, mais ce qu'on appelle les services culturels. Beaucoup de nos rites nécessitent ce qu'on appelle chez nous couramment laver le corps, nécessite d'avoir une rivière en bon état. Au niveau mondial, l'on estime à 85% la perte des zones humides. Le Gabon, en tant que l'un des leaders mondiaux en matière de protection environnementale,
a mis en place une politique en la matière. Le ministère de l'Environnement, on a eu plusieurs lois sur l'environnement, on est très en avant sur les questions environnementales, mais les lois 7 et 2 prises en 2014 font obligation désormais à un certain nombre d'activités. Donc je peux citer les activités minières. Quand vous exploitez une mine quelque part, vous avez l'obligation de restaurer le site sur lequel vous avez travaillé. Les pétroliers aussi. On voit aussi au niveau des forestiers. Donc toutes ces obligations-là sont maintenant contenues, aussi bien dans les études d'impact qui sont donc déposées au niveau du ministère de l'Environnement, mais il y a surtout ce qu'on appelle les plans de gestion environnementale et sociale. La restauration des zones humides, pour être efficace, ne devrait pas être une préoccupation exclusive au ministère de l'Environnement, mais plutôt une prise de conscience collective. On ne mènera pas le combat de l'environnement avec le seul ministère de l'Environnement. C'est le combat pour tout ce qui est écosystème aquatique, parce que comme je le dis, tout finit dans l'eau. On le gagnera que si tout le monde s'y met. Et de toutes les façons, les gens pensent toujours que quand il jette son sac poubelle là où il est, mais c'est son parent qui, plus bas, va recevoir ses ordures dans sa maison. Quand on jette des congélateurs dans la rivière, il va couler jusqu'à un moment, mais il va aller bloquer l'écoulement de l'eau et vous pouvez vous retrouver un matin avec une inondation parce que l'eau n'arrive pas à s'écouler. Les zones humides continuent de disparaître partout dans le monde alors qu'il s'agit d'un des écosystèmes les plus utiles pour répondre aux crises climat, aux biodiversités que nous traversons actuellement. Nous parlons toujours de la célébration de la journée mondiale des zones humides. Si on peut décrier les habitudes peu orthodoxes des habitants de certaines zones urbaines, notamment de la capitale, il n'en demeure pas moins que celles des populations de l'arrière-pays ont su garder la culture du respect de la nature. Écoutons une fois de plus Jean-Hervé Mbébé, directeur général des écosystèmes aquatiques, au micro d'Alexandre Baumdo. Les populations gabonaises dans leur ensemble, c'est vrai, on s'adresse aujourd'hui à des personnes qui habitent en ville, mais dans la plupart de nos villages, il faut déjà noter que le Gabon a un lien particulier avec l'eau. Un peu comme la France, la plupart du lexique administratif gabonais est lié à l'eau. Donc on a un lien qui est très fort avec l'eau. La plupart de nos villages sont situés au bord de l'eau. Et depuis toujours, on a géré au mieux les écosystèmes aquatiques autour desquels on habitait. Il faut simplement dire que l'installation en ville a amené un certain nombre de cassures dans les façons de faire. Et il faut aussi savoir que Libreville, il ne faut jamais l'oublier, Libreville c'est à peu près 50 km² et la moitié de la population habite ici. Donc, il y a vraiment un gros conflit entre l'urbanisation, l'étalement urbain, donc la cité, les hommes et leur milieu. Parce que chacun veut avoir une portion de terre, chacun veut s'installer, chacun veut avoir un habitat et malheureusement souvent c'est au détriment de l'environnement. Et Libreville est aussi une particularité, c'est entouré d'estuaires, donc il y a énormément d'eau comme le reste du Gabon. Le Gabon, c'est peut-être 4000 rivières. C'est aussi beaucoup de mer, parce que le territoire maritime du Gabon est presque l'équivalent du territoire terrestre. Donc, on a beaucoup d'eau tout autour de nous. Et malheureusement, cet étalement urbain s'accompagne non seulement de destruction des écosystèmes aquatiques dans les mangroves, on en a parlé ces derniers temps, mais aussi du milieu marin et même des rivières, parce que la façon que nous avons de gérer nos ordures, la façon que nous avons de gérer tout ce que nous utilisons, malheureusement, tout finit dans l'eau. L'actualité à l'intérieur du pays en bref, vent de panique au marché de Potos à Franceville dans la province du Haut-Ogooué. Une partie du marché de cette localité s'est effondrée hier, lundi, comme vous pouvez le voir sur ces images. La qualité des travaux effectués serait en partie à l'origine de cet accident. On relève aucune perte en vies humaines, fort heureusement, mais des dégâts matériels importants.
La suite de cette édition d'information, le collectif des sortants écoles ont observé un sitting hier au ministère de la fonction publique au centre des revendications, l'amélioration des situations administratives et financières. Qu'est-ce qui expliquerait la lenteur de l'administration à mettre un terme à cette situation? Pour en parler, nous recevons sur ce plateau des représentants du collectif des sortants écoles. À ma gauche, Fall Bobenga, représentant du collectif pour le compte de l'année 2020 à 2021. Et à ma droite, nous recevons Nyare Ango Béranger, c'est bien cela. Bien, vous êtes le représentant justement du collectif des sortants écoles de 2011 à 2019. Bien. Alors, d'entrée de jeu, je vais commencer par Fall Bobenda. Alors, qu'est-ce qui, pour vous, justement, vous amènerait à manifester, on va dire un peu, je vais dire tardivement, par rapport justement à vos revendications? Merci. Nous remercions d'abord la TV+, la télévision du futur, pour l'estime honneur de se retrouver devant ce plateau pour parler de nos situations administratives. Déjà, la chose que l'on peut relever en premier lieu, c'est que nous n'allons pas parler d'immobilisme. Parler d'immobilisme, c'est dire que rien n'a été fait jusqu'à présent pour ce qui concerne nos situations administratives. Mais nous observons une lenteur que d'aucuns pourraient qualifier d'immobilisme. Pourquoi nous le disons? Parce que pour ce qui concerne les promotions des sortants écoles ENES, N7, INJS 2020, il y a un effort conséquent de la part des autorités qui ont été faits dans le sens des mises en solde. Mise en solde. Une fois qu'on est sorti de l'école, on est censé être mis en solde pour exercer son métier avec un revenu. Mais pour le cas de la promotion, des promotions 2021, qu'elles nous appartenons également, ces promotions sont depuis 2 ans assis à la maison en attente d'être déployées sur le terrain. Mais vu les dispositions administratives de l'administration, nous ne pouvons être déployés sans mise en solde. Or, depuis un bon bout de temps, il y a des efforts qui ont été faits notamment pour l'attribution des postes budgétaires qui ont été faits dans les normes depuis l'année dernière. Et nous avons observé depuis le début de cette année une génération des nouveaux matricules qui conduisent automatiquement à des mises en solde qui sont interrompues depuis un bon bout de temps. Donc, le sitting d'hier à la fonction publique avait pour but, pour nous, de s'enquérir de la situation. Parce que la lenteur observée est perçue par nous comme étant un calvaire difficile à supporter. Parce qu'après 2 ans, nous nous adressons aux autorités, notamment la fonction publique, l'éducation nationale, qui, à travers la ministre, qui a fait des efforts conséquents pour que nos dossiers puissent se trouver jusqu'à présent. Mais nous implorons également le Premier ministre actuel pour que, de par sa magnanimité, nos situations puissent rapidement trouver épilogue. D'accord. C'est peut-être pas, on va dire, les mêmes objectifs en termes de revendications, ce qui concerne les promotions 2011 à 2019. Alors vous, qu'est-ce que vous revendiquez, qu'est-ce que vous visez exactement par ce mouvement que vous avez entamé depuis hier? Bien, je vous remercie. Alors, relativement aux promotions partant donc de 2011 à 2019, nous revendiquons essentiellement les tests d'intégration, tests de titularisation, avancement et rappel solde. Nous rappelons que les textes en vigueur sont clairs, sont formels. 2 ans après, l'agent public doit devenir un fonctionnaire plein. Et par la titularisation, il devient un agent permanent, un fonctionnaire permanent. Mais malheureusement, à ce jour, nous constatons que la situation, effectivement, comme disait le collègue déjà, certaines situations sont régularisées. Mais la vitesse avec laquelle cela est fait malheureusement nous empêche donc à rêver. Alors, si jamais les jours à venir, les plus hautes autorités décident de payer les rappels soldes, ceux qui n'ont pas de tests de déclaration n'auront pas la possibilité donc de faire calculer leur rappel solde. Or, pour calculer un rappel solde, il faut bien avoir le test d'intégration. Or, pour la plupart, donc partant des promotions de 2011 à 2019, nous ne l'avons pas. C'est vrai que les promotions de 2011 à 2014, certains ont des tests d'intégration et de titularisation. Mais en ce qui concerne beaucoup plus les promotions de 2015 à 2019, on était mis en solde, certes, mais à ce jour, nos salaires sont quasiment les mêmes. Nos situations administratives sont bloquées. C'est pourquoi nous sommes rendus à la fonction publique dans l'espoir d'être entendus par les plus hautes autorités, par les autorités de la fonction publique. Et bien heureusement, aussitôt arrivé, on a été reçu par le directeur général de la fonction publique qui nous a clairement expliqué comment est-ce que les choses se faisaient. En ce qui concerne les catégories B,
À ce jour, ces catégories ont des tests d'intégration qui seront ventilés probablement en février prochain. Mais en ce qui concerne les catégories A, c'est en cours. D'après ce qui s'était dit, il resterait une signature qui permettrait donc de faire aboutir le processus. Depuis 11 ans, sinon depuis 12 ans, depuis 12 ans, il reste juste l'étape de la signature. Pourquoi avoir... pourquoi mettre autant de temps pour des simples signatures, pour des simples validations? Nous saurons vous répondre. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle... Il y a des choses aussi simples qui vont très vite, on va dire, sous d'autres cieux, par exemple. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle ce matin, après la rencontre d'hier, nous avons encore rendu à nos collègues. Et au cours de cette Assemblée générale, nous avons décidé donc de mener des actions dans lesquelles déposer un courriel à primature. Ce matin, nous avons donc déposé un courriel à primature dans lequel nous interpellons, nous attirons l'attention des plus autorités, notamment le Premier ministre, pour qu'il prenne des mesures pour que non seulement les tests d'intégration ventilés, mais également les situations de nos jeunes collègues pour les promotions 2020 et 2021, pour qu'il y ait des mises en solde de masse. Je rappelle que le 25 octobre 2019, les promotions 2015 et 2016 avaient été mises en solde massivement. Nous étions à l'époque près de 600 collègues. Et nous pensons que l'État peut faire des efforts supplémentaires pour permettre à nos jeunes collègues qui sont affectés depuis bien des années déjà, mais qui malheureusement, pour la plupart, ne sont pas salariés. Nous remercions Madame le ministre qui fait des efforts colossaux pour permettre aux jeunes enseignants de remplir les charges avec évidemment leur salaire. Mais nous supplions, nous demandons à l'État de faire des efforts bien plus importants pour boucler, pour donc absorber les promotions qui sont en attente de mise en solde, notamment les promotions 2019 à 2021. D'accord. L'ENS, N7 et l'INGS. D'accord. Mais pourquoi est-ce que vous avez attendu, on va dire, aussi longtemps pour pouvoir justement monter sur le créneau? Pourquoi est-ce que c'est à cette période précise que vous avez décidé justement de faire le sitting au niveau du ministère de la fonction publique? Pourquoi? Merci beaucoup. Déjà, il faut bien comprendre, nous l'avons mentionné en prélude, que les négociations avec la tutelle il n'y avait pas une ouverture par le passé. Avec l'arrivée de Madame Camélia Toutoum-Leclerc à la tête du ministère de l'Éducation nationale, il faut le saluer. C'est une dame très ouverte. Pour ce qui concerne le dialogue, elle est très ouverte. Et nous n'avons jamais, la porte de son administration ne nous a jamais été fermée. Donc nous avons lancé des courriers. Nous pensons 3 mois après son arrivée, elle nous a reçus par le biais de son directeur des cabinets. Nous avons eu une réunion en présentiel avec Madame la ministre elle-même au mois d'août 2022. Lors de cette réunion, des promesses nous ont été faites par l'autorité compétente, notamment Madame la ministre, que 3 mois après, les situations devaient commencer à connaître un certain dénouement. 3 mois après, il y a eu des légères améliorations que nous avons notées. Nous sommes retournés voir l'autorité au mois de novembre 2022 et faut noter bien sûr qu'après le retour en novembre 2022, les mises en solde on va dire ça, triplé. Nous sommes passés de 30 mises en solde par le passé à 100 mises en solde, ce qui est louable. Mais il faut noter que c'est près de 600 personnes qui attendaient depuis 2 ans, 3 ans. Donc, nous avons attendu jusqu'en novembre et au mois de décembre également, il y a eu 100 mises en solde. Or, nous observons depuis le mois de janvier, les mises en solde sont restées quasiment les mêmes, mais ceux qui ont plus été touchés sont les promotions précédentes aux nôtres. Donc, nous qui patientons depuis 2021, nous rencontrons une situation de précarisation qui ne dit pas son nom. Et nous avons suggéré, par exemple, lors des discussions que nous avons eues, par exemple, hier, à la suite du mouvement, qu'il fallait que l'État pense quand même aux pères et mères de famille, comme nous qui n'avons rien pour vivre que l'exercice de notre métier. Donc, nous avons suggéré aux autorités compétentes de passer par équité, c'est-à-dire de penser à toucher toutes les promotions de sorte que le désengorgement puisse se faire de façon rapide. Et comme l'a suggéré tout à l'heure, comme vient de le mentionner notre collègue Niarango Béranger, par le passé ça s'est fait. Pourquoi l'État ne peut pas le faire cette année? L'État peut et a les moyens de le faire. C'est juste la question de lenteur qui nous pousse à revendiquer aujourd'hui. Nous avons été suffisamment patients. 2 ans, 3 ans, n'avoir rien à donner à ses enfants à la maison, n'est pas être capable de pouvoir payer l'école de ses enfants ou payer sa maison. Beaucoup d'entre nous avons été mis dehors de nos loyers. Donc, comprenez que la situation aujourd'hui mérite
que nous puissions attirer l'attention des autorités compétentes. D'accord. D'ailleurs, qui vous écoutent très bien. Alors, il faut dire également que vous avez été reçu par certains responsables, justement, de votre tutelle. Alors, puisque le mouvement de grève a été entamé, qu'adviendra-t-il après, justement, avoir été reçu? Bon, donc, rappelons clairement que nous ne sommes pas en grève, d'accord? D'accord. C'est juste que hier, nous sommes allés à la force publique pour s'enquérir de l'évolution de nos situations administratives. D'accord. Et bien heureusement, on a été bien reçus par le directeur général de la force publique, je l'ai indiqué tout à l'heure, et nous pensons que les choses vont bouger. Mais les choses vont bouger, enfin, disons que ce qui nous a emmenés, suite à la rencontre avec le directeur de la force publique, on a donc adressé un courrier au Premier ministre dans l'objectif de donner des instructions fermes à la force publique pour que le volume pris en compte les mois précédents soit plus élevé. Nous voyons qu'à la force publique, il y a des gens qui ont la volonté de travailler. Mais seulement, il faut bien qu'il y ait des institutions fermes pour que le volume de travail soit élevé. C'est pourquoi nous interpellons à nouveau Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Monsieur Alain Klobilibizé. Nous sommes des compatriotes, nous sommes des jeunes Gabonais, nous aimons le travail que nous avons choisi. Mais, comme on dit, avant t'as fait mener un point d'oreille. Et donc, il faut bien que l'enseignant soit mis dans les conditions optimales pour lui permettre de pouvoir bien exercer le travail pour lequel il a choisi librement. Voilà. Donc, nous ne sommes pas en grève. D'accord. Pour le moment, c'était un mouvement d'humeur. D'accord. Mais si jamais, à l'avenir, on n'est pas clairement très entendu, je crois que souvent la grève, c'est souvent le dernier recours. Ok. Voilà. D'accord. Et comme vous l'avez peut-être souligné, aujourd'hui, pour votre cas, avec la situation un peu qui est la vôtre, comment vous faites pour vivre au quotidien? Je crois que le collègue est mieux placé pour le vivre. Moi, je suis salarié depuis déjà. Est-ce que vous donnez des cours dans les privés, vous faites d'autres métiers en attendant que justement votre situation s'améliore? Comment vous faites? Justement, comparativement à nos aînés, des promotions précédentes, qui eux ont des salaires, sont mis en solde, ce n'est pas le cas pour les dernières promotions. Et j'ai les mentionné plus haut. Pour le cas de la 2020, l'État, la fonction publique et l'éducation nationale ainsi que le budget ont élagué près de 80%. Nous n'avons pas l'entièreté des chiffres. Ici, je parle selon les chiffres que nous avons pu compiler. Par contre, à l'heure actuelle? Oui. Par contre, pour la dernière promotion, la 2021, je peux vous assurer que l'enseignant vit précairement. C'est-à-dire que les privés aujourd'hui, l'enseignant public a été formé pour travailler au public d'abord. Nous sommes d'abord des agents publics. Donc, le privé vient en quelque sorte un supplément. Donc, tout le monde n'a pas la possibilité aujourd'hui de pouvoir trouver des heures au privé. Donc, nous ne pouvons pas dire clairement que tous les enseignants de notre promotion ont de quoi survivre. Donc, certains vivent de petits métiers, d'autres sont quasiment pris en charge encore par les familles. Vous voyez, un père de famille retournant encore vivre avec sa famille parce que sa situation financière et administrative n'est pas réglée. Vous voyez que c'est vraiment précaire et c'est difficile. Alors, peut-être une dernière prise de parole pour préciser qu'à l'époque, nous avions la chance d'avoir des présalaires. Or, ceux qui sont arrivés après nous ont malheureusement vu les présalaires être supprimés. C'est-à-dire qu'on a plusieurs collègues qui sont affectés à l'intérieur du pays, qui n'ont même pas de présalaire. Ils n'ont pas de présalaire. Comment vivent-ils? Comment peut-on réduire l'enseignant à ces niveaux? C'est pourquoi nous souhaitons vraiment que le 25 février prochain, qu'il y ait une mise en solde de masse en ce qui concerne les promotions 2020-2019 et les oubliés. Par ailleurs, nous souhaitons également que la génération des matricules, s'agissant de la promotion 2021, NS, N7, se poursuive pour que, à partir du 25 mars ou février, qu'on constate effectivement quelques mises en solde pour permettre à ces jeunes compatriotes de pouvoir vivre aisément et remplir leurs charges avec amour. C'est difficile de travailler quand on n'a pas d'argent. C'est normal. Voilà. Banta Famena Ponoré, vous l'avez dit. Et d'ailleurs, nous vous remercions d'avoir accepté notre invitation. Nous ne pourrons pas tout éplucher à cause du temps qui est vraiment très court. Donc, vous aurez certainement d'autres occasions pour pouvoir communiquer de l'évolution du mouvement d'humeur que vous avez entamé. Encore une fois, merci. La suite de cette édition d'information, les étudiants de EM Gabon Université sensibilisés sur les questions de viol et de grossesse, un événement organisé par les étudiants de licence 2 de l'Institut de Philippe Maury de l'audiovisuel et du cinéma. Objectif, briser le tabou dont fait montre la jeunesse gabonaise, notamment les filles. Chimène Nindon nous en dit plus dans ce reportage. Thématique toujours d'actualité.
Les grossesses précoces constituent un frein au développement des filles. C'est dans le but de briser le tabou et pourquoi pas éradiquer le phénomène que les étudiants en licence 2 de l'IPEMAC ont porté leur choix sur ce thème. La sensibilisation sur le viol et les grossesses précoces, tout simplement, parce que ce sont des thèmes dont on ne parle pas suffisamment. Beaucoup de femmes aujourd'hui souffrent avec des traumatismes liés au viol. Beaucoup de jeunes filles n'arrivent pas à s'en sortir à cause de leur grossesse précoce. Et si elles disent non, le nom du projet, c'est une manière pour nous de parler de ces femmes-là, de dire véritablement ce qu'elles subissent et ce qu'elles vivent. Pour leur assurer un avenir de qualité, des mesures ambitieuses doivent être prises. Tout en félicitant les efforts de la Fondation Sylvia Bongo Ondimba, qui fait un travail absolument remarquable, je souhaite que la justice gabonaise, que le législateur gabonais, que le gouvernement, que toutes les forces vives se saisissent de ce problème et y apportent des solutions absolument efficaces. Moi, je serais même pour une condamnation à la perpétuité pour les auteurs de crimes sexuels comme pour les criminels tout court. Par ce moyen, le président de EM Gabon Université apporte sa contribution dans la lutte contre le viol et les grossesses précoces. Ce genre de manifestation permet pour un établissement comme le nôtre d'alerter sur ces crimes, d'amener nos étudiantes à comprendre les risques qu'elles encourent en cédant à la facilité. Ces propos ont été soutenus par la projection d'un film, lequel a touché la sensibilité de tout le public venu nombreux assister à l'événement. Il m'a fait parler au nom comme mon oncle, comme ça, me font dire ça, et moi, moi-même, t'as peur parce que j'étais encore petite. Je ne pouvais rien faire. Au terme de cette campagne de sensibilisation, les étudiants seront notés par leurs enseignants en guise d'évaluation. Retour sur la signature d'un accord de création et d'opérationnalisation de la nouvelle zone d'investissement de Passa-les-Bombi de Franceville dans la province de Haut-Ogooué entre l'État gabonais et la société Euroise filiale de GZS au Gabon. C'était hier lundi à la primature. Estelle Amvan nous fait le compte-rendu. Ce sont les ministres de l'économie et de la relance Janine Lidi Roboti, des eaux et forêts Liouette, de la promotion des investissements Uba Dingamadia, représentant l'État gabonais, et le directeur pays de Euroise Igor Sima, représentant GZS Gabon, qui ont paraphé l'accord de création et d'opérationnalisation de la nouvelle zone d'investissement spécial Passa-les-Bombo de Franceville dans le Haut-Ogooué. La cérémonie, qui s'est faite en présence du Premier ministre Alain-Claude Bilebenzé, ouvre une étape importante dans la matérialisation du projet de décret pris en Conseil des ministres le 14 avril 2022. Il fallait d'abord finaliser tous les aspects administratifs. Maintenant, nous mettons en œuvre la phase opérationnelle. Nous avons déjà une usine qui est en activité. D'ici le mois de juin 2023, 2 autres usines vont s'ouvrir. Selon le ministre de la Promotion des investissements, les prévisions font état de la création de 600 emplois directs et 800 emplois indirects cette année. L'objectif, conformément aux instructions de M. le Premier ministre du gouvernement, c'est de favoriser la création d'emplois, l'industrialisation du Gabon et le développement de chaînes de valeur à l'intérieur du pays. Pour le Premier ministre, cette signature revêt un double intérêt mis en exergue lors de sa déclaration de politique générale. Le premier, c'est assurer la continuité de ce qui a été fait. Et nous sommes là, le cadre de cette continuité. Le second, c'est réorienter pour tenir compte des besoins urgents de nos compatriotes, notamment en termes d'emploi. Et là, ce que nous signons aujourd'hui va apporter de l'emploi à nos compatriotes, mais aussi en termes de lutte contre la vie chère. Et si nous arrivons à continuer à industrialiser le pays tel que nous le faisons, nous parviendrons progressivement à résoudre un certain nombre d'équations qui se posent à nous. Passa-les-Bombo est la 3e zone économique spéciale créée au Gabon après Nkok et Ikolo. Elle sera aménagée sur 3 sites, le département de Passa, les communes de Monda et de Mounana. Elle a pour vision de recevoir tout type d'entreprise dans l'optique de réaliser des activités industrielles, commerciales et des services dans les secteurs du bois et de l'agriculture.
Activité au palais présidentiel, le président togolais Faure Esozimna Gnassigbe a été reçu par son homologue Ali Bongo. L'échange du palais présidentiel était l'opportunité des leaders de deux États membres du Commonwealth de revisiter les opportunités d'échange et pour une coopération encore plus étroite. Des précisions dans ce reportage de Aline Nzila de la presse présidentielle. Pour une coopération plus forte, agissante et plus prospère, le président de la République togolaise, Faure Esozimna Gnassigbe, arrivé pour une visite de travail et d'amitié, a été accueilli à sa descente d'avion par le vice-président de la République, Rose Christiane Osokara Ponda, et par le Premier ministre, chef du gouvernement, Alain-Claude Billy Binze. Après les honneurs militaires dus à son rang et des salutations d'usage, le chef de l'État togolais a eu un bain de foule de la communauté togolaise présente au Gabon et ensuite direction palais présidentiel où l'attendait son homologue gabonais et frère Ali Bongo Ondimba. Cette rencontre a permis aux deux hommes d'État d'échanger sur les questions d'intérêt commun continentaux et internationaux de l'heure, à l'instar de la lutte contre les changements climatiques, du One Forest Summit qui aura lieu en mars prochain dans la capitale gabonaise. Des consultations régulières qui ont donné l'occasion aux deux personnalités, en présence des délégations gabonaises et togolaises, de s'entretenir sur de nouveaux challenges, de nouveaux domaines de coopération à travers l'échange de compétences, notamment avec la visite de la zone d'investissement spécial de Nkok, creuset de l'industrie au Gabon, servant de référence pour de nombreux pays. Cette nouvelle visite du président togolais en terre gabonaise intervient après celle effectuée à Lomé par Ali Bongo Ondimba du 30 novembre au 1er décembre 2022, au cours de laquelle les deux leaders s'étaient rendus sur les sites de Lomé Center, du port autonome de Lomé et celui du centre d'art et de culture appelé communément Palais de Lomé. Religion à présent, 30e Assemblée générale plénière des évêques. L'Église catholique considère la jeunesse comme l'avenir de demain. Elle invite la jeunesse gabonaise à s'inscrire massivement sur les listes électorales en vue de prochaines joutes, seul moyen pacifique pour aboutir à l'alternance. Maya Medza nous en dit plus dans ce reportage. Le tournant actuel du pays donne à l'Église d'orienter son regard vers les jeunes, dans leur dynamisme, leur quête existentielle et enthousiaste. Le tout pour dire qu'ils sont le ciel de la terre, les rayons de lumière qui portent en eux l'espoir de vivre en homme libre, capable de transformer le monde. Par ailleurs, votre engagement et votre action organisée, disciplinée et réfléchie peuvent transfigurer notre pays pour en faire un havre de vérité, de justice et de paix. Les évêques du Gabon exhortent la jeune génération à ne pas se laisser manipuler et tromper par les vendeurs d'illusions et les promoteurs des contes valeurs du monde présent, car votre pays a besoin d'une jeunesse saine, consciente et courageuse, de jeunes qui réfléchissent et qui prient pour avoir le courage d'aller à contre-courant des manières de penser et de vivre certainement destructrices de la personne humaine et de la société. C'est pourquoi le pape Jean-Paul II disait « Chers jeunes, dites non à l'homosexualité, non à la pédophilie, non à la corruption, non à la compromission, non aux promotions contre nature, non à la facilité qui sont devenues le lot de notre société. Au contraire, c'est par une vie de qualité qui respecte votre dignité, par l'effort et l'amour du travail bien fait, que vous serez des maillons sûrs de vos familles et du Gabon, notre pays. » La détermination à donner un visage nouveau à la société gabonaise reste un atout inestimable que les jeunes doivent préserver jalousement, tout en s'appuyant sur le soutien des hommes de Dieu. L'actualité politique accourée d'Avin, président du groupe parlementaire des démocrates à l'Assemblée nationale, était l'invité du 13h. Il s'est exprimé sur la raison l'ayant motivé à quitter le groupe de masse, le Parti démocratique gabonais. Il s'est exprimé au micro de Roland Djakou. Je vous propose de suivre un extrait. J'ai pris la décision de quitter le Parti démocratique gabonais parce que je ne me sentais pas bien au sein de cette structure. J'ai donc démissionné
de la mairie de Lambaréné, du conseil municipal. J'ai également démissionné du Parti démocratique gabonais et j'ai créé mon parti avec certains compatriotes, l'Alliance pour le Nouveau Gabon. Ce sont des incompréhensions qui ont fait que je quitte le PDG. Ce que l'on a appelé l'affaire du masque gallois, si vous voulez, c'est l'arbre qui cache la forêt. Beaucoup de gens ne savent même pas de quoi il s'agit. J'ai quitté le PDG pas par l'affaire du masque gallois. Ça a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Maintenant, pour revenir à cette affaire du masque gallois, qui a défrayé d'ailleurs la chronique, qui a fait les choux gras de la presse à l'époque, nous sommes allés à Shanghai, à l'exposition universelle, et nous avions amené des objets d'art pour présenter le Gabon à la face du monde. Et parmi ces objets d'art, il y avait des représentations de toutes les ethnies. Vous savez que Lambaréné, par essence, c'est le Gabon en miniature. Nous avions amené des masques Fang, gallois, Pounou, des objets culturels. Et il s'est retrouvé que ce masque gallois a été fabriqué par quelqu'un qui est connu, qui nous l'a vendu. Et il a été revendiqué par un petit groupe bien connu qui a été identifié pour tout simplement semer ce que je vais appeler la zizanie. Et ils sont venus dans la mairie avec un Okouκoué faire du désordre. Nous avons porté plainte à ces gens. Mais il s'est passé des choses extraordinaires. On a changé le procureur à ce moment-là, alors qu'il n'y avait pas de conseil supérieur de la magistrature. On l'a enlevé de Lambaréné parce qu'il avait décidé de mettre ces gens en prison qui étaient venus faire du désordre dans une administration. Il a été affecté à Makoukou, c'est un très haut magistrat qui est toujours en poste aujourd'hui et qui pourra donc confirmer. Et lorsque nous avons vu cette mascarade, j'ai préféré partir parce que je n'étais plus bien dans cet environnement. Donc vous comprenez que ceux qui font croire que cette affaire a été ma principale motivation de départ, je leur dis tout simplement non. Maintenant, ceux qui utilisent cet argument sont peut-être à court d'arguments valables et ils cherchent des réponses là où il n'y en a pas. L'actualité hors de nos frontières, c'est l'arrivée de Pape François aujourd'hui en début d'après-midi à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Il y passera 4 jours avant de se rendre au Soudan du Sud. Un message de paix est très attendu du souverain pontife dans le pays. Récit signé Sidel Animal. L'avion du souverain pontife a décollé de Rome à 8h28 ce mardi et a atterri vers 15h à l'aéroport de Kinshasa, capitale du plus grand pays catholique d'Afrique. Initialement prévue en juillet 2022, cette visite avait été reportée en raison des douleurs au genou du pape de 86 ans qui se déplace en chaise roulante, mais aussi des risques de sécurité à Goma, dans le nord-est du pays, une étape finalement supprimée de son programme. Pour son 40e voyage international depuis son élection en 2013, le 5e sur le continent africain, le pape devrait surtout appeler à faire taire les armes dans ce pays rongé par des violences meurtrières. Ces derniers jours, les préparatifs se sont accélérés dans la capitale congolaise où banderoles et panneaux géants rivalisent de messages de bienvenue pour le premier pape à visiter le pays depuis Jean-Paul II en 1985. Selon le média Vatican News, à son arrivée en terre congolaise et après une visite de courtoisie au président Tshisekedi, il a rencontré les autorités, la société civile et le corps diplomatique au Palais de la Nation et y a prononcé un discours. Le lendemain, 1er février, il célébrera la messe à l'aéroport Ndolo dans la matinée. Dans l'après-midi, il rencontrera des victimes des violences dans l'est du pays et des représentants de certaines œuvres caritatives, l'occasion pour lui à chaque fois de prononcer un discours. Ces 2 derniers jours, dans le pays, se feront essentiellement de rencontres de prière avec les prêtres, les diacres, les personnes consacrées, les jeunes catéchistes et les séminaristes du pays. Après son voyage en RDC, il prend l'avion pour Djouba, la capitale du Soudan du Sud, voyage qu'il effectuera en compagnie de l'archevêque de Canterbury et du modérateur de l'Assemblée générale de l'Église d'Écosse. L'actualité en bref nous amène tout d'abord au Bénin au lendemain du décès de d'une vingtaine de voyageurs dimanche à Dassa, au centre du pays, dans la collision entre un autocar et un camion. Les autorités ont mis en place une cellule de crise pour accueillir les familles des victimes et les blessés graves. Plusieurs ministères sont mobilisés pour la gestion de ce drame, dont le ministère de la Santé. Depuis le drame, il s'occupe de la prise en charge des blessés. Il a accueilli des familles éplorées.
Burkina Faso, au moins 13 morts dans une attaque menée par des éléments résiduels des groupes armés. L'attaque s'est produite hier, lundi, dans la région du Sahel, au nord du pays. Sport pour la boucle de cette édition d'information à l'issue de la 16e édition de la Petite Reine qui a pris fin avant-hier dimanche. Le champion de l'édition, Geoffrey Soupé-Latim de Total Énergie, et les spécialistes du sport au Gabon se prononcent sur l'organisation et l'engouement autour de cette 16e édition. Herman Malaga Moussavou. C'était une course sur 7 étapes âprement disputée entre coureurs amateurs et professionnels sur les routes gabonaises. La 16e édition de la Tropicale Amissa Bongo a donné son verdict ce 29 janvier 2023 à Libreville, en présence des officiels en tête desquels le président de la République, Ali Bongo Ondimba. Une édition dominée par l'équipe française de Total Énergie, qui d'ailleurs a vu son coureur Geoffrey Soupe sacré vainqueur de la 16e édition de la Petite Reine. Ceci après avoir remporté plusieurs étapes. Parce que l'équipe a été formidable et c'est des émotions qui sont indescriptibles. Avoir cette pression sur 7 jours quand même, les équipes sur le dos qui font pas de cadeaux. Il n'y a pas de petite course, il y a un niveau qui est vraiment homogène là, pour une cinquantaine de coureurs. Donc c'est très difficile et c'est vrai que le continent africain ont quand même des ressources. Ils sont vraiment vaillants, ils nous ont attaqué jusqu'à ce qu'ils soient morts. Le coach de l'équipe Total Énergie livre le secret de la réussite de son écurie qui compte déjà 14 participations à la course cycliste la plus prestigieuse sur le continent africain. Le secret, c'est la préparation des stages. Une équipe qui a des automatismes depuis longtemps et qui grandit tout le temps, donc avec une course que je connais bien, parce que c'est aussi moi le manager et c'est ma 14e participation. Une édition spéciale pour les organisateurs, sinon la meilleure, au regard de l'engouement et des résultats, malgré 2 années d'interruption dues à la pandémie de la Covid-19. Les spécialistes du sport au Gabon nous livrent également leurs avis sur cette édition. C'est une course qui arrive à rassembler les coureurs amateurs et professionnels et c'est une course qui nous a beaucoup manqué. Vous avez vu l'engouement partout où la Tropicale est passée, comme c'est le cas aujourd'hui du côté de Boulevard. Il y a du monde, c'est la joie justement de voir la Petite Reine sur les terres gabonaises. Les populations gabonaises et celles au-delà de nos frontières ont vécu de belles émotions grâce à cette course. Le rendez-vous est donc pris pour la 17e édition pour une fête encore plus belle. C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir regardés. Je vous retrouve demain lorsqu'il sera 20h. Bonne suite de programme sur TV+. Prenez soin de vous. Au revoir.